Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La gestion des risques. Ce séminaire se tournera autour de qu'est-ce que la gestion des risques, la gestion des risques en entreprise au quotidien, processus de gestion des risques, quelles sont les approches possibles de la gestion des risques et bien sûr, nous aurons une partie questions-réponses, tout cela avec le conférencier international Mathieu Boinet, membre de la VCA et l'ICAM et intervenant DCF. Accordons maintenant la parole à Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, la parole est à vous. Vous pouvez Mer- commencer votre séminaire. Merci, bonsoir. Merci pour cet accueil très, très enthousiasmant. Bienvenue à tous voilà, pour ce séminaire assez particulier puisque la gestion des risques, c'est un sujet, on va dire que c'est un sujet indirect de mon expertise puisque lors de mes conférences en entreprise, je parle énormément d'audace, de de passage à l'action, mais la gestion des risques est forcément quelque chose qui est étroitement lié, qui en découle inévitablement. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Je vais commencer par la partie un petit peu pratico-pratique, on va dire, de la gestion des risques, la partie courante. Et on va revenir donc après sur une partie, je dirais, j'ai envie de vous dire, qui sort peut-être un petit peu plus du cadre, qui ouvre à plus de possibilités. Donc, par contre, j'insiste sur ce point. Je me suis volontairement passé de PowerPoint pour cette présentation. Ce que j'aimerais, c'est des interactions. Donc, s'il y a des questions, vous les posez, ou en tout cas, vous les mettez dans le chat et après, on vous passe la parole, etc. Voilà. Ce que j'aime, c'est que ces webinaires soient interactifs, soient vivants. Ce serait dommage que vous repartiez aussi sans réponse à vos questions. Donc, si vous éprouvez le besoin d'interagir, faites-le. Ce sera très bien reçu. C'est avec le plus grand plaisir. Voilà. Donc, pour la petite histoire, comme je vous le disais, donc moi, je fais des conférences en entreprise depuis 2019 maintenant. Vous avez entendu mon domaine d'expertise. Et la gestion des risques, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup. Quelque chose un sujet que peuvent me présenter les décideurs, les DRH, les managers, etc. Parce que finalement, peu importe son poste, la gestion des risques, c'est quelque chose à laquelle on est confronté à peu près tout le temps, même en tant que salarié. Vous me voyez bien là, parce que je vois que sur la miniature, mon écran, il est un petit peu un coup sur deux, il est un petit En peu dans vérité, nous l'ombre. n'arrivons pas bien à se voir. Bon, super. Alors, du coup, la gestion des risques, j'aimerais déjà que dans un premier temps, sur le chat, notamment, vous me disiez ce que c'est pour vous. Voilà, j'attends aucune réponse parfaite. Toute réponse est la bienvenue. Donc, indiquez-moi déjà quelle est votre vision de la gestion du risque. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous donner déjà la vision un petit peu standard du sujet. C'est évaluer les risques et les conséquences potentielles pour soi, pour la structure de laquelle on dépend ou encore pour l'entreprise. Parce que je préfère voir large, parce que je sais aussi qu'il y a des étudiants sur ce webinaire, il y a un petit peu tous les profils. Voilà. Ça, c'est la définition un petit peu classique de la gestion des risques, on va dire. Alors, est-ce que... voilà, je vois les conversations. OK. Donc, mettez dans les commentaires hein, si vous avez une vision un petit peu différente. Je serais ravi de la découvrir. Je vous redonne, voilà, j'ai voulu la simplifier pour que ce soit simple pour tout le monde. La gestion des risques, c'est identifier et évaluer les risques et les conséquences potentielles pour soi, pour la structure et pour l'entreprise. OK? Après, évidemment, ça ne se borne pas qu'à ça. Alors, et au-delà de ça, j'aimerais aussi que vous me partagiez ce que c'est pour vous la gestion des risques dans l'entreprise. Est-ce que vous faites une différence entre la gestion des risques au quotidien et la gestion des risques dans l'entreprise? Ou est-ce que, d'après vous et pour vous, c'est la même chose? Alors, qu'est-ce que je me suis noté comme point suivant? Ok, vous pouvez participer soit en écrivant sur le chat, soit en levant la main et nous vous accorderons la parole. Ben oui, tout à fait. Alors, je préviens au cas où, à un moment donné, vous risquez de voir passer une petite tête blonde de 2 ans. C'est mon fils, hein, comme c'est l'heure du repas, là. Il risque de passer la tête à un moment donné.
Voilà, qu'il y ait pas de surprise. Alors, euh, alors, je ne suis pas expert sur Teams, mais je vois qu'il y en a qui n'ont plus accès à la conversation. C'est au chat? En vérité, oui, s'ils ont quelque chose, c'est à partir du chat. Et s'ils ont levé la main, ne vous inquiétez pas, je leur accorderai la parole. Pas de souci. Allez, ça marche, pas de souci. Alors, je vais avancer parce qu'au début, c'est toujours un peu délicat de faire interagir les gens. C'est pas toujours facile d'être le premier, on va dire. Dans l'entreprise, en ce qui concerne la gestion des risques, on a tendance à normaliser la gestion des risques. La gestion des risques, aux yeux d'une entreprise, c'est quelque chose qui va répondre à des normes. Par exemple, en France, en Europe, il y a la norme NIST, c'est le National Institute of Standard and Technology. Et sinon, il y a les normes plus connues, en tout cas sur le territoire français, c'est les normes ISO. ISO 2000, ISO 3000, etc. Il y a des normes de construction dans le bâtiment, il y a des normes alimentaires, voilà, tout est normé. Alors, tout est, voilà, j'ai un œil sur le chat en même temps. Tout est normé. Et, en fait, si vous voulez, je vais y revenir un petit peu après, mais c'est pour éviter d'avoir à calculer le ratio bénéfice-risque. Parce que finalement, la gestion des risques au sein d'une entreprise, et peu importe son champ de compétences, ça revient à un calcul bénéfice-risque. C'est assez vulgaire, on pourrait le dire comme ça, puisque malheureusement, quand des personnes subissent des dommages, euh, quand il y a des décès à cause d'un problème alimentaire, peut-être qu'il y a eu une intoxication qui a entraîné un décès, peu importe, qu'il y a eu un accident dans le bâtiment et qu'il y a eu un décès aussi, par exemple, sur un chantier, voilà, tout ce type d'exemple, et bien même dans des cas aussi graves que cela, malheureusement, la gestion de risque se limite en normes. Donc, c'est un petit peu ça, c'est le côté très négatif que je trouve qui ressort de la gestion du risque, notamment en entreprise, parce que les humains qui subissent un dommage deviennent tout de suite des chiffres. Et c'est en ça que l'entreprise de demain a énormément de travail pour évoluer, puisque les individus sont traités en tant que dossier supplémentaire, en tant que chiffre finalement, et puis en tant qu'être humain qui aurait subi un vrai préjudice. Donc là ça c'est une partie où on s'est vraiment éloigné, notamment des valeurs humaines. Alors évidemment, la gestion des risques, on pense à gérer des dossiers, on pense à gérer des problématiques, etc. Mais à aucun endroit, et ça, en tout cas, je sais qu'en France et en Europe, il n'y a rien qui le stipule. À aucun moment, on demande de déshumaniser le rapport à l'autre. Pour quelle raison on ne pourrait pas établir un rapport de gestion de risque d'humain à humain, d'accompagner la personne jusqu'à la gestion et la résolution de sa problématique, sans qu'elle ait l'impression d'être traitée comme un numéro. Donc ça, c'est une réelle problématique auquel font face les entreprises aujourd'hui, parce que quand vous passez du côté service client, quand vous partez du côté voilà, suivi d'un dossier client, le client ne se sent pas écouté, pas entendu. Et ça, cette sensation, on peut la transposer. C'est-à-dire que quand on a à faire face aujourd'hui à une administration, peu importe laquelle, si vous avez votre dossier à gérer, que ce soit suite à un incident relatif à une gestion de risque, etc., l'individu ne se sent pas entendu, pas écouté, pas accompagné, pas épaulé. Donc, il y a une vraie problématique dans la gestion des risques de déshumanisation, on va dire. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez paradoxal, parce que la gestion des risques sert à la base à limiter justement le nombre de problématiques que peuvent rencontrer des clients potentiels, et même des problématiques parfois graves. Par exemple,
C'était les incidents, par exemple, une denrée alimentaire je ne sais pas, il y a une maladie dedans, les gens ne doivent plus en manger, il y a un rappel sur les produits. Pourquoi est-ce qu'une grande enseigne rappelle un produit alimentaire? Eh bien, en fait, cette enseigne va calculer le bénéfice et le risque de l'autre côté. Si elle fait plus de bénéfices à laisser la denrée alimentaire dehors en circulation alors qu'elle sait qu'elle est potentiellement toxique, elle ne fera rien. C'est ça qui est assez incroyable. Ils peuvent savoir que leur produit présente un risque. S'il y a plus de bénéfices à la laisser dehors que de points négatifs, ils la laissent totalement dehors. Alors qu'à l'inverse, si par exemple, après un calcul, une estimation, ils estiment que cette denrée alimentaire peut contaminer un certain nombre de familles, de personnes, causer des lourds dégâts et ils arrivent tout de suite à faire une estimation, à chiffrer combien peut leur coûter un procès, combien ils peuvent être amenés à verser en dommages et intérêts, peu importe. Et là, ils font un rappel de produit à ce moment-là si ça leur coûte trop cher. Voilà comment aujourd'hui est réduit le calcul bénéfice-risque en entreprise. Et je trouve ça incroyablement scandaleux. Je serais d'ailleurs très curieux d'avoir votre point de vue sur le sujet. Et c'est en ça qui est totalement déshumanisé ce rapport bénéfice-risque dans l'entreprise, puisque ça explique pourquoi les gens sont perçus comme des chiffres, comme des dossiers à traiter et il n'y a plus de rapport dans cette gestion de risque. Plus de rapport humain. Alors, quels sont tous les risques qu'on peut rencontrer? Dans l'idée, il n'y a pas vraiment de limite à ça. Parce que alors, on va rester pour l'instant sur la partie entreprise parce que c'est la partie la plus, sinueuse, j'ai envie de dire la partie la plus étayée aussi. Les risques, ils sont multiples. Il y a les risques financiers, il y a les risques administratifs, il y a les risques de maladies professionnelles peut-être du collaborateur, il y a les risques d'accident de travail, il y a le risque de malfaçon, il y a le risque d'erreur du collaborateur. Il y a pas vraiment de limite au risque, surtout dans le monde de l'entreprise. Et du coup, fort de ce principe-là, on ne peut pas éviter les risques. À aucun moment, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, on ne peut pas éviter les risques. C'est pas possible. À un moment donné, enfin, s'il y a une façon d'éviter les risques, c'est de ne rien faire. Voilà. Vous voulez éviter un risque, ne faites rien. Mais dans ce cas-là, ne vous levez pas le matin, vous prenez pas de risque. C'est aussi simple que ça. Donc, tout de suite, ça devient ridicule. L'idée même de n'encourir aucun risque, ça devient ridicule parce que ça n'est pas possible. Vous prenez continuellement un risque. Quand vous prenez les transports en commun pour vous rendre peut-être à l'université, vous prenez le risque d'avoir peut-être un accident de la route, peu importe. Euh, Vous prenez l'avion, bah, peut-être qu'il y a un accident d'avion. Vous prenez le train, peut-être un accident de train, accident de voiture et ainsi de suite. Enfin, il y a toujours un risque. Vous descendez les escaliers, peut-être que vous pouvez tomber dans les escaliers. Il y a toujours un risque. Et comme je vous ai dit, si vous ne voulez encourir aucun risque, ne faites rien. Et ça se passera très bien. Donc, compte tenu du fait que ça devient surréaliste, il y a quand même des étapes maintenant pour... il y a un processus pour apprendre à gérer le risque. Et un processus qui pourrait nous permettre aussi d'éviter de le déshumaniser, comme je vous disais. Il y a d'abord, évidemment, selon la plus grande logique, il y a l'identification du risque. D'accord? Voilà. Dans une situation donnée, qu'est-ce que je risque? Quel est, Qu'est-ce qui peut potentiellement se passer qui va jouer contre moi et sur lequel je vais devoir réagir rapidement? Faire l'analyse du risque. Voilà. Dans quelle mesure ça peut présenter un risque d'accident, un problème ou qui est peut-être un rappel, etc., etc. Ensuite, c'est l'évaluation. Voilà. C'est sur quel degré? Est-ce que c'est un petit risque, un moyen risque, un énorme risque? OK? Ensuite, il y a la limitation de risque. Quand on voit que le risque est trop grand, on peut tout de suite dans le processus entamer
une réduction du risque. Voilà. Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour diminuer la quantité de risque afin d'atteindre l'objectif? Et évidemment, une fois qu'on a fait ces étapes-là, il y a la surveillance du risque. Parce que si on a été en plus amené à le limiter, il faut surveiller que le risque n'évolue pas de nouveau. C'est comme un incendie, comme on ferait chauffer quelque chose dans la cuisine à la maison, etc., etc. Donc, après, on a évidemment l'approche de la gestion. Comment est-ce qu'on gère un risque? Une fois qu'on a fait cette évaluation rigoureuse, comment est-ce qu'on gère un risque? Alors, il y a la théorie, après, on va passer à une partie un petit peu plus pratico-pratique, on va dire. Alors, il y a plusieurs façons et ça va dépendre des personnalités. La première façon de gérer un risque, c'est de l'éviter. Ah, un risque. Là, il y a un risque. Je passe ici. Voilà. Il y a un risque à droite, je pars à gauche. Après, on l'a vu juste avant, il y a la réduction du risque. Voilà. Il y a un risque énorme qui se présente, on le réduit, comme ça on peut y faire face plus facilement. Ah, et comme je vous le disais, il y a mon fils qui va passer sa tête. Viens là, chérie. Excusez-moi une petite minute. Viens, bonhomme. Viens. Non, retourne voir maman. Allez, vas-y. Alors, excusez-moi, du coup, je vous avais dit. Ensuite, il y a le partage du risque. Alors, le partage du risque, c'est par exemple avoir recours à un sous-traitant. On va prendre par exemple une entreprise de construction qui a un délai très bref à respecter. Eh bien, évidemment, elle est soumise à un rythme soutenu. Donc, il y a déjà tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, notamment la pression, la gestion du stress, etc. Et donc, comme le risque psychosocial est élevé et que l'entreprise se rend compte qu'elle ne peut peut-être pas tenir les délais, elle va partager le risque. Elle va sous-traiter donc le travail au risque que le sous-traitant subisse la même pression, le même stress. Donc voilà, là, le risque, par exemple, je vous prends l'exemple d'un risque psychosocial, le risque est partagé, mais il n'en est pas moins réduit. On l'a juste coupé en deux. Alors, je voudrais savoir quel outil permet de mesurer un risque d'un événement. Alors ça, c'est une bonne question. Je vais juste me noter où je me suis arrêté dans ma petite fiche. Hop, allez, ici. Euh, quel outil permet de mesurer un risque d'un événement? Alors, du coup, ça va dépendre, Ibrahim, ça va dépendre du domaine d'activité. Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a des normes, par exemple, si c'est dans la construction, dans le bâtiment, il y a des normes pour ça. Donc, il y a un cahier des charges. Voilà, normalement, dans les bureaux d'études, ils ont tout ce qu'il faut pour répondre à cette question. Néanmoins, on va dire, dans toute la partie qui est plus commune, plus accessible à tous, il n'y a pas d'outils il n'y a pas d'outils spécifiques. C'est-à-dire que finalement, la gestion des risques, c'est quelque chose qui va être établi, si je reprends l'exemple de l'entreprise de construction, c'est quelque chose qui va être établi en amont, notamment par les fameux bureaux d'études, et ça va être quelque chose qui va être prévu dans l'organisation. Donc, la gestion des risques devient à ce compte-là quelque chose qui est impalpable. Euh, Par exemple, les salariés, les ouvriers sur le terrain vont tout de même ressentir tous ces potentiels risques. Ah bah tiens, mon patron, il me met la pression parce qu'il faut qu'on finisse dans les temps, il me demande de rester plus tard sur le chantier, etc., etc. Donc les risques, ce sont finalement les gens qui sont en première ligne, qui vont les ressentir, qui vont les vivre au quotidien, qui vont les mesurer, mais on va dire sur une espèce de boussole intérieure. Voilà, ils vont être impactés par ces risques. Mais il n'y a pas vraiment d'outils spécifiques, si ce n'est notre ressenti par rapport à ça. Donc, du coup, la gestion des risques, ça doit devenir aussi l'affaire de tous. Quand je dis l'affaire de tous, c'est que, par exemple, si demain, on vous demande de monter sur le toit pour faire la couverture de, de la construction sans sécurité,
Là, tout de suite, réaction parce qu'il y a des lois. Après, évidemment, selon les pays où vous êtes, c'est toujours différent, bien sûr, mais je vais parler pour ce que je connais, notamment en France. Il y a des lois, normalement, un salarié n'est plus censé monter et se mettre en danger sur un toit. Ça n'existe plus. Attention, ce que je viens de dire est purement théorique. Je suis un ancien charpentier. Je sais très bien qu'à un moment donné, si on est tout le temps attaché, etc., c'est très gênant pour travailler et pourtant, c'est pour notre sécurité. Donc, il y a des situations, et j'en ai vu plus d'un, où les personnes se détachent et donc se mettent volontairement en danger. Donc, la gestion des risques, c'est en ça que j'explique qu'elle doit devenir l'affaire de tous, parce que si, par exemple, je suis attaché sur le toit pour faire mon travail et que ça me gêne, eh bien, c'est peut-être que être attaché, c'est pas bon. Il faut peut-être que je sois dans une nacelle pour que ce soit plus facilitant pour travailler, etc., etc. Donc, finalement, la seule façon de gérer efficacement un risque, j'ai envie de vous dire, c'est que la gestion du risque devienne l'affaire de tous. Il faut que ça devienne une culture d'entreprise. Voilà, c'est le mot. Il faut que ça devienne une culture d'entreprise, c'est-à-dire que si le patron vous met la pression, bah, très bien, arrête de me mettre la pression, parce que là, si tu veux que je fasse bien mon travail, eh bien, je me mets en danger et je ne me mettrai pas en danger pour le travail, il y a trop de risques. Qu'est-ce que tu peux faire pour ma sécurité afin que je travaille de la bonne façon? Voilà de quelle façon, alors j'ai grossi le tableau évidemment, mais voilà de quelle façon ça doit se dérouler. Parce que normalement, les entreprises maintenant ont dans les bureaux toute une pile de cahiers, de classeurs, de documents en tout genre pour justifier que les collaborateurs soient formés, que la chaîne de production répond à telle ou telle norme, etc. Afin que s'il y a un accident, s'il y a un problème, eh bien, en fait, c'est l'entreprise dit, ah, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'ai regardé dans le classeur, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour gérer le risque comme il faut. Donc, étant donné que les entreprises fonctionnent comme ça maintenant, il nous appartient, de l'autre côté de la chaîne, il nous appartient en tant qu'ouvriers, salariés, collaborateurs, peu importe, il nous appartient de cultiver nous-mêmes, et avec les personnes qui nous entourent, de cultiver la gestion du risque. C'est la seule façon de le faire réellement efficacement, comme je le disais. Voilà, je me suis un petit peu égaré, Ibrahim, mais j'espère avoir répondu en tout cas à votre question. Les différents types de gestion du risque. Merci pour votre question, Mohamed. Alors, Mohamed, je crois que vous étiez présent, ça me parle, Mohamed Ali. Je crois que vous étiez présent au précédent webinaire. Si c'est bien le cas, en tout cas, je suis ravi de vous revoir. Les différents types de gestion du risque. Alors, est-ce que vous avez des précisions à m'apporter par rapport à ça? Dans quel domaine exactement? Parce que je pense que votre question peut appeler des milliards de réponses, j'ai envie de dire. Dites-moi, Mohamed, précisément. Je vais attendre un petit peu. Bien sûr, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ah oui, si vous voulez prendre la parole directement, Mohamed, allez-y, hein, je vous en prie. Alors, vous êtes toujours là, Mohamed? Oui, il est toujours là. Quels sont les Ah, différents types de gestion des risques? Je crois qu'il l'a posé. Je viens de oui. le voir. Alors, s'il a plus de précision peut-être à m'apporter. Dans le domaine économique. Alors, dans le domaine économique, la gestion. Alors, dans le domaine économique, j'aurais peut-être même besoin encore de précision, j'ai envie de vous dire. Je vais essayer de vous apporter un premier élément de réponse. Surtout, vous me dites si c'est pas très clair ou pas suffisant. Voilà, parce que je pense qu'il faudrait même encore préciser. Sur une partie économique, alors je vais en déduire par rapport au sujet qu'on a entamé jusque-là, que c'est dans l'entreprise toujours. Les risques économiques, c'est très simple. C'est comme je vous le disais finalement, l'entreprise en général,
plupart des entreprises procèdent comme ça. C'est comme je le disais un petit peu plus tôt, ça se limite, et je crois qu'une limite, c'est le mot juste, ça se limite à la gestion bénéfice-risque. Par exemple, sur un enjeu financier, très bien, mon produit que je viens de fabriquer, il est défectueux. Est-ce que je peux quand même en vendre et est-ce que le service après-vente, ça ne va pas me coûter trop cher? Si je gagne plus d'argent à vendre un produit défectueux qu'à faire du SAV, je continue de le vendre. En revanche, si le service après-vente de mon produit défectueux me coûte trop d'argent, hop, j'arrête de produire le produit et je corrige le défaut de fabrication avant de le remettre en vente. C'est juste comme, c'est finalement une règle très simple. Est-ce que... Ah, Milan, je suis occupé, chérie. Excusez-moi une petite minute. Je suis navré, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça comporte des petits inconvénients. Je dis oui, voilà. En fait, ils ont simplifié vraiment le traitement de la problématique. C'est-à-dire, si je peux continuer à gagner de l'argent et que réparer ne me coûte pas trop cher, je continue de vendre. Et si ça me coûte trop d'argent, je corrige le problème tout de suite. Ils ont fait ça d'une manière très, très, très simple, réellement. Voilà, dites-moi, Mohamed, si j'ai bien répondu à votre question. Alors, Faouzan me dit que vous n'avez pas accès. Faouzan, elle a levé la main. La Ok. parole est à vous, Faouzan. Mais apparemment, elle n'a pas accès au micro, cette personne, je le disais. Voilà, je suis là, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Dites-moi, ça va et vous? Moi, d'après ce que j'ai compris là, donc avant de créer une entreprise, on doit prévoir tous les risques ou c'est après qu'on a créé l'entreprise Alors, qu'on est obligé de regarder tout ça. dans l'idéal, c'est avant. C'est avant. Et je vous remercie pour votre question parce que ça va me faire rebondir sur une partie, la partie un petit peu hors cadre que j'ai mentionnée au tout début du webinaire sur laquelle je voulais venir. Moi, je recommande de le faire avant. Pourquoi? Parce que, par exemple, lors de mes conférences, quand je parle d'audace, mes clients, donc les chefs d'entreprise, souvent ont toujours un petit peu peur que je pousse les collaborateurs, par exemple, je vous dis une bêtise, à quitter l'entreprise, Ok. etc., ou à faire des choses un petit peu farfelues. Et c'est parce que la définition d'audace n'est pas claire dans leur tête. Vous allez comprendre le lien tout de suite. Une personne audacieuse, c'est une personne en fait qui prend un risque, bien sûr. C'est toujours une prise de risque de faire quelque chose d'audacieux parce que par définition, si on fait quelque chose d'audacieux, c'est souvent quelque chose de nouveau. Mais une personne audacieuse ça n'est pas une tête brûlée. C'est une personne qui prend un risque, comme je l'ai dit, mais un risque mesuré, un risque calculé, donc un risque qui est réfléchi. Ça veut dire que s'il y a plus de chances que la prise de risque soit couronnée de succès, la personne va prendre le risque. OK? Tandis que si cette fameuse personne audacieuse calcule ses risques et qu'il y a plus de risques de se planter, de faire une erreur et que potentiellement peut-être que ça coûte cher, eh bien non, l'idée c'est de réviser sa stratégie, de trouver une nouvelle façon de faire afin d'atteindre son objectif. Donc, pour répondre à votre question, la prise de risque, oui, mais une prise de risque vraiment réfléchie, calculée. Et quand vous avez mesuré que vous avez plus de chances que ça fonctionne, plus de bénéfices que de chances d'échec, ben moi j'ai envie de vous dire, allez-y, lancez-vous. Voilà. Et si je vous ai répondu, c'est bon pour vous? Alors là, c'était Faouzan, je crois. Il n'est plus là. Faouzan. Oui, je suis là. Ah, voilà, c'est bon pour vous? Non, en fait, j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit en dernier là. J'ai pas bien entendu. Ah, donc juste la toute fin? Ouais, la toute fin là. Ok. Avant que vous terminiez.
Donc la toute pardon, excusez-moi. Donc la toute fin, je disais en fait finalement très simplement, prendre un risque, oui, évidemment, il en faut si on veut atteindre certains objectifs. À un moment donné, ça comporte toujours une prise de risque, mais ça se fait par un calcul très simple. Est-ce que j'ai plus de chances que de réussir? Est-ce que j'ai plus de chances que ça fonctionne? Et si ce n'est pas le cas, si j'ai plus de chances de me planter, de faire une erreur, il faut que je révise ma stratégie pour trouver une nouvelle façon de faire et atteindre mon objectif autrement. Voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que au moment de créer une entreprise, par exemple, si on crée une entreprise, donc les premières fois qu'on crée une entreprise, il se Oui. peut qu'on n'ait pas de bénéfices, il se peut même qu'on tombe en faillite. Est-ce que ça fait partie des risques qu'il faut prévoir, bien sûr, avant de créer l'entreprise ou Alors, moi, je vous recommanderais de le prévoir pour une raison très simple, parce que même pour une entreprise qui fonctionne bien, même pour une entreprise qui est déjà lancée, etc., c'est toujours un risque. Euh, je vous conseille d'y penser, de le prévoir. Pourquoi? Parce que si par malheur ça arrive, eh bien, vous aurez établi un plan B, une solution de secours pour éviter de vous retrouver en grosse difficulté. d'accord, merci. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, prévoyez l'imprévisible. Essayez de penser à Ok, tout. Voilà, c'est ça. d'accord. Essayez de penser à tout et de prévoir. Et en fait, le fait de se lister, et c'est peut-être même une façon de faire que je vais vous recommander, listez-vous les risques. Mais allez-y, hein, lâchez-vous. Vous écrivez un maximum de risques au potentiel que vous encourez. Et à chaque risque, vous essayez de trouver une solution. Comme ça, au moins, si un jour ça arrive, vous ne serez pas pris au dépourvu. D'accord, d'accord. C'est OK pour vous? Splendide, Oui, c'est OK pour moi, merci. Ça marche, je vous en prie. splendide. Donc, passons à la question de Mustapha Bakar Ali. Est-ce qu'un bon entrepreneur est celui qui prend des risques? Ou bien est-ce que si on prend plus des risques, est un problème pour les entrepreneurs? C'est une très bonne question. Alors, bah moi, alors attention, c'est pas objectif du tout ce que je vais vous dire. C'est vraiment mon point de vue. Ah, attendez, excusez-moi. Oui, mais j'ai mon fils qui est déchaîné ce soir, je suis désolé. Alors, selon moi, un bon entrepreneur prend des risques. Pourquoi? Parce que, bah, quitte à devenir entrepreneur, si on ne prend pas de risques, pourquoi devenir entrepreneur finalement? À ce compte-là, on peut rester salarié toute sa vie et on est sûr de ne prendre aucun risque. Donc, en tout cas, voilà, selon moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Oui, absolument. Ensuite, on a une question de Asrar. Splendide. Donc, on a une question, comme vous l'avez dit, d'Asrar. Ouais. Quelles sont les démarches à suivre pour diminuer le risque d'une entreprise, dans une entreprise, pardon? Eh bien, ça passe un petit peu par ce que j'ai évoqué juste avant. Il y a d'abord un petit peu les lister, les mesurer, voir un petit peu l'ampleur du risque, etc., etc. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, faites comme votre camarade qui a pris la parole juste avant. J'ai envie de vous dire, faites une liste exhaustive, vraiment, soyez très généreux sur le contenu de la liste. Faites une liste de tous les risques potentiels que vous pouvez rencontrer. Et en fait, c'est très inconscient ce mécanisme. C'est quelque chose qu'on travaille notamment en PNL quand on apprend à définir un objectif. Quand on est capable d'identifier en fait ces obstacles, qu'ils soient internes ou externes, on est capable d'identifier ses ressources. Et le risque, c'est la même chose. Si vous êtes capable d'identifier tous les risques que vous encourez, vous êtes capable de vous prémunir et donc de prévoir des solutions à chaque risque. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, la démarche la plus simple, Asrar, c'est de lister tous les risques potentiels et vous allez pouvoir déjà trouver et imaginer des solutions pour les diminuer s'ils sont trop gros, pour les contourner peut-être, etc. Ou même pour les éviter complètement. Donc voilà, faites une liste exhaustive de tous les risques et vous allez voir après, instinctivement, vous allez trouver les solutions qui vont avec. Je Splendide.
Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions du chat. Ah, il y en a une nouvelle. Oh, très très bonne question. Alors, dans un projet de changement, alors j'aimerais bien que vous me précisiez un petit peu quel type de changement à la rigueur, mais je vais vous raconter une petite histoire qui va sûrement répondre à votre question. Il y a quelques mois maintenant, même un peu plus, je crois, sur ma chaîne YouTube, j'ai interviewé un chef d'entreprise d'une région française. Je l'avais découvert par hasard en faisant des recherches sur Internet parce que ce monsieur a mis en place dans son entreprise un changement incroyable, vraiment. Donc, enfin, en tout cas, ici, on travaille 5 jours par semaine et lui, il a décidé de faire des semaines de 4 jours dans son entreprise. Et on pourrait se dire, on pourrait imaginer que cette nouvelle a réjoui les salariés, alors que ce n'est pas le cas du tout. Parce que la première peur qu'ont rencontré les collaborateurs pour ce changement, c'est déjà la peur de perdre du salaire, qui est tout à fait compréhensible. Et il s'avère qu'en travaillant moins, alors, l'idée, c'était de maintenir les salaires et de travailler moins. Eh bien, ce qui se passe, c'est que, donc je vous donne le résultat tout de suite, hein, je vous donne la fin de l'histoire et je reviendrai après sur les détails. Eh bien, il se trouve que l'entreprise travaille 4 jours par semaine et est devenue 20% beaucoup plus productive parce que ça a énormément joué sur la motivation des collaborateurs. Mais pour répondre à votre question, je vais vous expliquer comment s'est passé le changement. Alors, la première peur, la perte de salaire. La deuxième peur, la gestion de la charge de travail. Les salariés ont eu une peur assez incroyable de dire mais je ne vais jamais réussir à gérer mon travail de 5 jours en 4 jours, etc., etc. Donc peur pour le salaire, peur pour ça. En fait, ils avaient peur que ça ne marche pas. Ils avaient peur que ce changement énorme ne fonctionne pas. Donc ce chef d'entreprise s'est fait accompagner, évidemment, et a implémenté ce changement progressivement. Et je pense que la clé du changement, elle est là. Il faut d'abord, la clé essentielle, j'ai envie de vous dire, pour gérer un projet de changement à une entreprise, c'est d'abord le premier outil et le plus important, c'est d'avoir une communication transparente. Vous devez dire toute la vérité, tout ce qui se passe, le bon comme le moins bon. Ce qui va se passer en faisant ça, c'est que les collaborateurs de l'entreprise seront en confiance. Et donc, et ça inconsciemment parce qu'on est tous humains, on est dans une entreprise, même ceux qui traînent le plus les pieds ont envie de bien faire, ils sont juste dans leur vision des choses, mais on a tous envie de bien faire au travail. Donc du coup, même si vous leur partagez des mauvaises nouvelles, eh ben, ils font partie de l'entreprise, ils vont se sentir concernés. Et qu'est-ce qui se passe quand un collaborateur se sent concerné? Eh bien, il s'implique, il s'engage. Eh bien, si vous êtes clair dans la communication, si vous êtes transparent, vous allez avoir déjà des collaborateurs engagés. Et ça, cette communication transparente, c'est un outil qui sert presque à tout. Parce qu'en partant de là, si vous dites toute la vérité, le changement se fera beaucoup plus facilement. Et ensuite, c'est de l'amener progressivement. OK? Et pour vous donner encore plus de détails sur l'histoire que je vous ai racontée, allez, 90% de cette entreprise travaille 4 jours par semaine, mais il y a des collaborateurs, c'est souvent les personnes les plus âgées qui ne veulent pas changer leurs habitudes. Et il y en a quelques-uns qui sont restés à 5 jours par semaine parce que ce changement, c'était trop. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, le patron de l'entreprise, c'est lui qui s'est adapté. C'est lui qui a, c'est lui qui a fait preuve de flexibilité. C'est-à-dire que la plupart de ses salariés bossent 4 jours par semaine, pas de souci. Et ceux qui veulent bosser 5 jours par semaine, eh ben, il ouvre la boîte pour eux. C'est OK, pas de souci. Du coup, en étant flexible, les collaborateurs se sont sentis écoutés, entendus et rassurés. Et voilà. Donc, communication transparente et avancement petit pas par petit pas et flexibilité. Ce sont les 3 clés qui vous permettent d'amener un changement au sein d'une entreprise. Voilà.
Euh, comment les Ensuite, risques passons à Fahad Salami. Comment les risques seront surveillés et mesurés? Alors ça, c'est souvent. Alors tout dépend le domaine d'activité. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'être large dans ma réponse. C'est souvent encore une fois dans le bureau d'études. Quand ils prévoient, par exemple, je vais prendre une entreprise de construction, par exemple, c'est plus simple pour l'exemple. À chaque chantier, il y a déjà une nouvelle étude des risques. Et en fait, du coup, comme chaque chantier est différent, même s'il y a des risques identiques qui reviennent, il y en a d'autres qui viennent se rajouter ou d'autres qui viennent s'enlever. Voilà. Donc déjà, voilà comment à chaque fois on mesure les risques à chaque nouvelle tâche. Par contre, pour le suivi, pour les surveiller, il faut voilà, comment je peux dire ça? En fait, j'ai vu passer une question, je crois, tout à l'heure à laquelle j'ai pas répondu. D'ailleurs, ça va faire lien. Ça va faire partie de la culture d'entreprise. Il faut, dans un premier temps, s'obliger soi-même. Après, si on a un poste à responsabilité, il faut inciter ses collaborateurs à tenir au courant, par exemple, de l'avancée des travaux si c'est une entreprise de construction. Comment ça se passe? Comment se sentent les gars? Comment se sentent les équipes? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a besoin d'aide? Est-ce que vous allez être tenir les délais? En fait, ça passe par une vraie écoute, une vraie empathie, un vrai questionnement. Voilà finalement la meilleure jauge, le meilleur curseur pour surveiller l'évolution d'un risque, c'est de régulièrement, je ne dis pas de le faire tous les jours, hein, mais c'est de régulièrement prendre la température auprès des équipes dans l'évolution du travail. C'est l'outil le plus précis que vous aurez finalement. C'est cette empathie, cette bienveillance que vous aurez les uns envers les autres. Selon moi, c'est vraiment la clé absolue, quoi. Super, je pense que la question était de Dr Soraya. Bonsoir, comment mesurer et diminuer le risque dans un projet de changement au sein de l'entreprise? On a répondu à celle-là, je crois, non? Vous l'avez Euh, répondu, je crois. oui, on l'a répondu, celle-là. Oui, oui. Ah, d'accord. Quels sont les outils de la préservation? Autrement dit, comment éliminer le risque? Mohamed Bedja. Alors, comme je le disais, je ne sais pas si vous l'avez entendu à ce moment-là. Euh, alors, pour se préserver, encore une fois, tout dépend du domaine d'activité, évidemment. Je reste sur l'exemple de la construction parce que c'est souvent le plus facile. Comme je le disais, moi, quand j'étais charpentier, souvent, il n'y avait pas toutes les sécurités qu'on peut voir maintenant. Euh, donc, pour ma préservation personnelle, si j'étais en train de construire un immeuble et pas attaché, par exemple, en termes de préservation, on a vu mieux. Tandis que si je travaille attaché, la préservation, elle est là. Voilà. C'est vraiment la sécurité proprement dit, pour éviter la chute qui peut éventuellement conduire au décès. Par contre, l'élimination du risque, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt également, c'est impossible. Si vous voulez éliminer un risque, il ne faut pas sortir de chez vous le matin. C'est impossible, clairement, c'est impossible d'éliminer un risque. C'est injouable. Si quelqu'un vous dit qu'il y a zéro risque, c'est faux. C'est faux. Ok, Euh, super. Azra, bonsoir. En tant que client, y a-t-il un moyen de savoir si l'entreprise a pris toutes les précautions nécessaires avant de livrer le produit? alors, il y a des moyens euh, limités. Il faut être réaliste là-dessus. C'est une très bonne question. Il y a des moyens limités. C'est-à-dire que il faut que le client soit extrêmement curieux. À quelle entreprise j'ai affaire? Est-ce que c'est une entreprise qui a bonne réputation? Est-ce que c'est une entreprise qu'on m'a recommandée? Est-ce que peut-être que sur Google, est-ce que je peux voir des avis clients satisfaits? Est-ce qu'il y a des avis de clients insatisfaits? Est-ce que ces avis sont fondés? Voilà. Et en fait, ça demande finalement un petit travail personnel d'enquête
pour savoir réellement à qui on a affaire, à quel type d'entreprise. Alors, ça n'élimine pas le risque, évidemment, mais ça le réduit grandement. Euh, Après, il faudrait avoir accès à toutes les infos de l'entreprise, mais ça, évidemment, en tant que client, ils ne vous les donneront jamais. Donc, il faut vraiment éplucher le site internet, il faut regarder un petit peu les avis clients. Voilà, c'est un petit peu un petit jeu de piste, mais c'est la seule vraie façon de faire efficace pour diminuer le risque, en tout cas en tant que client. Voilà. Super. Faouzan avait levé la main, mais je voulais faire comme une queue des questions. Donc, la parole est à vous, Faouzan. Ok. En fait, je pense que ma question là, il a déjà répondu parce qu'en fait, j'allais justement demander, est-ce que réellement on peut éviter tous les risques Non. d'une entreprise? On peut On pas, peut bien pas. sûr. On peut pas. On peut pas parce qu'en fait, pour même apporter une précision supplémentaire, on peut pas pour une seule raison. Et finalement, vous allez dire, c'est d'une logique implacable, le facteur humain. On est tous humains, on a tous des moments de fatigue, de faiblesse, d'inattention, d'étourderie. On passe tous à un moment donné une mauvaise nuit qui fait qu'on n'est peut-être pas à 100% au travail. On a tous des problèmes et qui fait qu'on peut faire une bêtise au travail, etc., etc. À cause du facteur humain, c'est impossible d'éliminer totalement le risque. C'est impossible. Ok. Est-ce que par exemple, est-ce qu'il y a des risques, il y a des risques à négliger dans l'entreprise parce qu'en fait, on est peut-être tous les risques ne peuvent pas causer du tort à l'entreprise. Est-ce qu'il y a des risques qu'on peut éviter, qu'on peut même ne pas les considérer comme des risques potentiels qui peuvent nuire Oui, à alors la... oui, et je vois ce que vous voulez dire. La meilleure façon de les dénicher sans vous casser la tête, c'est que, c'est comme je vous ai dit finalement, de faire une liste. Pourquoi cette fameuse liste, j'y reviens, parce qu'en en fait, on a tous, mais tous, hein, vraiment, en tant qu'être humain, on a tous ce travers, c'est-à-dire qu'on a des milliards d'idées à la seconde, et si elles restent dans la tête, on finit par passer outre. Quand on écrit les idées, notamment là, une potentielle liste de risques, ça devient plus concret, ça devient déjà plus mesurable. Et tout de suite, tiens, j'ai écrit risque tiens, d'accident du travail. Oui, mais tiens, alors dans le domaine de la boucherie, tiens, par exemple, pourquoi pas, quels sont les risques? Allez, tiens, le risque d'accident de travail, ils peuvent se faire mal au dos, donc ça peut occasionner un arrêt maladie. Ils peuvent se Hmm. couper, ils peuvent tomber, etc., etc. Donc ça devient tout de suite, une fois qu'on a écrit le risque principal, on peut tout de suite travailler plus de précision. Qu'est-ce qui peut se passer exactement? Par exemple, allez, on va dire pour une secrétaire, le risque d'accident de travail, il va être vachement réduit parce qu'elle ne va pas se trancher un doigt avec une enveloppe. Et allez, Stylo, le risque. Comment? ni avec un stylo. Ni avec un stylo, exactement. Donc voilà, vous voyez, par exemple, il y a des professions où certains risques peuvent être négligés. Il ne faut pas les mettre à la poubelle parce que, par exemple, pour un métier comme secrétaire, eh bien, accident du travail, sera comptabilisé comme accident du travail. Un accident de la route sur le trajet du travail, par exemple, c'est comptabilisé comme un accident de travail. Ça, c'est un risque potentiel qui a beaucoup moins de chances de se produire que les autres, évidemment, mais c'est toujours un risque. Mais voilà, donc voilà, il faut toujours prendre en compte tous les risques, mais il y en a qui sont beaucoup plus réduits que les autres, quoi. D'accord. Est-ce que au moment pendant les mois de discussion pour essayer de regarder les différentes, de prévoir les différents risques qui peuvent se présenter, est-ce que c'est obligatoire que ça soit, par exemple, par rapport au personnel de l'entreprise, que tout le monde soit au courant des différentes mesures qui se prennent dans les entreprises de construction, on peut comprendre, mais dans d'autres entreprises, est-ce que c'est important qu'on prévoit le personnel comme quoi on a décidé de faire tel pour éviter tel. Est-ce que ça, Alors, c'est... globalement, sur la théorie, je vous dirais oui, c'est important. Après, attention, on va mettre un petit peu de nuance. Euh, Si vous dites, alors là, je vais aller très loin dans ce que je vais dire, hein,
Mais si vous expliquez à tout votre personnel que vous avez acheté, je dis une bêtise, hein, un dé à coudre à votre secrétaire pour éviter qu'elle se coupe sur une enveloppe au moment de les ouvrir, là, tout le monde s'en fiche, c'est pas grave. Vous pouvez faire les grandes lignes. Après, si c'est vraiment, ça va être votre ressenti personnel. Si vous estimez que c'est insignifiant comme détail, ne le partagez pas, c'est pas grave. Voilà. Vous pouvez rester sur les grandes lignes, les choses que vous estimez être importantes, ça c'est OK. D'accord, merci. Je vous en prie. Super. Passons aux commentaires maintenant. Zarianti, quels sont les différents risques à évaluer sur une entreprise? Tous. Tous. Alors, il y a les risques psychosociaux, donc vraiment le stress, la dépression, toutes ces choses-là, le potentiel harcèlement, qui sait, s'il y a des gens finalement en détresse psychologique, les risques physiques, accidents du travail notamment, les risques de maladie, les risques financiers, les risques administratifs, les risques de malfaçon, les risques de poursuites judiciaires, les risques de casse de matériel dans l'entreprise, de casse de produits pendant la livraison, les risques de procès subis par les clients, voilà, les risques de conflits avec une entreprise dont laquelle on dépend, comme par exemple, moi, je vends des voitures, par exemple, et eh ben, j'ai une personne qui vient me les livrer à ma concession. Eh ben, si je rentre en conflit financier et au tribunal avec cette personne-là, c'est un risque aussi de coûts financiers. Voilà, il y a vraiment un panel de risques très, 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 très large à prendre en considération. Et encore une fois, je reviens sur cette idée à la fois simpliste et d'une efficacité redoutable. Listez tous les risques que vous pouvez rencontrer. Au moins, vous n'aurez pas de surprise. Super. Passons à Saïd Mohamed, puis nous passerons après Saïd Mohamed à la personne qui a levé sa main. Est-ce que le fait de prendre un risque nous ramène forcément à la réussite ou à l'échec? Oui. Oui. Ah, bah Alors bien. ça c'est finalement extrêmement personnel par rapport à chacun parce que ça va très vite. Le cerveau fonctionne à une vitesse assez incroyable. Tout de suite, quand on est en train d'élaborer une stratégie d'action, notamment au moment de passer à l'acte et de prendre un risque, qu'on s'apprête à prendre le risque et que d'un coup, il y a, vous savez, la mauvaise petite voix dans la tête qui vous dit «Ah, mais si je me plante? Et si ça marche pas? Et si je fais une erreur?» Donc tout de suite, cette petite voix vous ramène à l'échec, bien sûr. Et, et tout de suite, c'est là où, en tout cas, moi, je vous livre ma façon de faire personnelle. Quand j'ai cette mauvaise petite voix, parce qu'on l'a tous, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, on l'a tous. Quand j'ai cette petite voix qui vient me polluer le cerveau, j'utilise ce que j'appelle la balance intérieure. C'est-à-dire que finalement, je me représente, je m'imagine comme si j'avais une balance à l'intérieur. OK, quels sont les bénéfices si je prends ce risque? Et je fais vraiment généreusement l'étalage de tout ce que j'ai à gagner si je prends le risque. Et ça pèse, 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 etc. Une fois que j'ai fait l'inventaire de la totalité des bénéfices, je fais la même chose pour les risques. Et si finalement ma balance intérieure est plus lourde du côté des bénéfices, ça veut dire que j'ai beaucoup plus de choses à gagner à prendre le risque. Tandis que si c'est plus lourd du côté risque tout court, eh bien, je me révise un petit peu, je me rétracte, je ne laisse pas tomber, attention, je ne laisse pas tomber, seulement je mets en place une nouvelle stratégie d'action qui comporte beaucoup moins de risques afin, afin que mon projet soit couronné de succès, en fait. Donc, évidemment, pour répondre, Saïd Mohamed, à votre question, prendre un risque vous ramènera inévitablement
à la notion de réussite ou d'échec. Voilà. Superbe. Donc, passons maintenant à Mohamed, qui a levé la main. La parole est à Oui, vous. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Ma question est la suivante. Je complète avec la question de Mustafa Boubacar. Étant un futur entrepreneuriat, quel est le moyen à diminuer le risque de mon projet? Et aussi, est-il vraiment possible de, est-il vraiment possible de négliger certains risques en entreprise, oui ou non? Alors, quel est votre projet, si vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Mon projet, par exemple, je voulais faire des commerces au niveau international, comme aux Comores, vers de certains pays, pour ne pas aller loin de certains pays de l'Union africaine, comme ça. Et vous Les produits, voudriez, et vous voudriez les faire ça produits qui sont au Comores. en tant qu'entrepreneur, c'est ça? Oui, oui. Alors, à ce compte-là, vous, dans votre cas, le risque principal, vraiment le risque majeur, il est d'ordre financier, on ne va pas se mentir. Parce que qui dit commerce international, ça sous-entend que potentiellement, il puisse y avoir beaucoup d'argent qui circule dans le positif comme dans le négatif. Donc l'enjeu majeur est financier. Après, il faut aussi ne pas négliger qu'il y a un risque d'épuisement. Parce qu'en général, quand on est tout seul et si on est sur ce type d'activité, on est susceptible de souvent se tuer à la tâche, hein, très clairement. Après, il y a des risques que vous pouvez négliger. Bien sûr, il y en a toujours. Et ça, vous allez le faire finalement très inconsciemment. C'est-à-dire que souvent, vous allez vous retrouver face à un risque, puis à un moment donné, vous ne serez pas bien disposé, vous ne serez pas dans votre assiette, vous serez fatigué, peu importe, et vous allez vous dire, oh, allez, on verra ça plus tard. Et c'est souvent là que peut arriver l'accident ou le problème. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des risques qu'on peut réduire au maximum, et je conseille de se pencher vraiment là-dessus. Mais je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit tous les risques potentiels. Voilà. C'est vraiment une vraie recommandation que je ferai par rapport à ça, parce qu'on est humain, on a une seule vie, on a une seule santé, et il faut faire en sorte de se préserver au maximum. Après, quand on se lance sur du commerce international, je pense que je ne vous apprends rien. On est parfaitement conscient que le risque financier, notamment, il est important. Donc, c'est un risque que vous pouvez prendre déjà parce que vous en êtes conscient, vous savez où vous allez. Donc, si vous savez où vous allez, ça veut dire qu'au préalable, vous aurez pris vos dispositions, vous aurez fait ce qu'il faut pour diminuer les risques et vous faire en sorte que le fameux problème n'arrive pas. Voilà. J'ai répondu à votre question? Oui, oui. Ça marche. Merci. Splendide. Merci. Passons maintenant aux questions qui restent dans le chat. Saïd de Mohamed, est-ce que le fait de prendre un risque... Ah, ça, on a répondu. Quels sont les premiers pas pour créer une entreprise et surtout si on n'a pas beaucoup de moyens? Mustafa Bakar Ali. Alors, Mustapha Bakarali, c'est une très bonne question. Alors, je vais essayer d'être général sur ma réponse parce qu'elle peut avoir beaucoup de réponses, justement. Euh, Ça va dépendre du pays où vous vous trouvez, ça va vous dépendre de la politique du pays en cours par rapport à ça. Ça va dépendre d'énormément de facteurs. Par exemple, en France, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens mais qui a envie de se lancer, on va dire, par exemple, je vais prendre l'exemple de ma femme, tiens, elle est aussi entrepreneur, elle est à son compte. Et elle, au moment de se lancer, il y avait un calcul bénéfice-risque très simple. Je n'ai pas forcément beaucoup d'argent, mais est-ce que j'ai réellement à investir dans mon entreprise au début ou pas? Elle fait de l'accompagnement, voilà, elle aide les gens à se sentir mieux. Donc, elle les reçoit dans un cabinet, etc., etc. Euh, voilà, le calcul est vite fait. Donc,
Est-ce que j'ai vraiment beaucoup à investir dans mon entreprise? Non, parce que finalement, la seule charge que j'ai, c'est le loyer de mon local. Ok, très bien. Donc finalement, je n'ai pas besoin d'une grosse structure salariale, je n'ai pas besoin de faire de crédit à la banque. Voilà, donc tout de suite, il y a un calcul au niveau des risques qui est déjà en train de s'opérer. Hop, et boum, elle a fait le choix de se mettre auto-entrepreneur. En France, auto-entrepreneur, c'est pas compliqué. Quand vous avez des revenus d'entreprise, vous les déclarez, vous payez. Quand vous avez 0 revenu, vous n'avez rien à payer. Tandis que sur une autre forme juridique, et peu importe laquelle, vous payez des charges, des cotisations patronales, vous payez des charges d'entreprise. Donc, vous voyez, ça, c'est déjà un calcul qu'on fait au préalable. Donc, finalement, les premiers pas pour créer une entreprise, c'est quel type d'entreprise je veux créer, se demander s'il y a un investissement à faire. S'il y a un investissement à faire, il faut créer en général une grosse structure. Il faut monter un dossier à la banque pour faire un emprunt. Il faut monter, quand je dis il faut monter un dossier, c'est un dossier avec son projet, avec un plan de financement, avec une vision de l'entreprise sur 5 ans, parfois 10 ans, etc. etc. Donc, tout va dépendre de votre projet. Et si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez le faire quand même, mais il faut faire un dossier solide, se faire accompagner par les banques, etc. etc., etc. Donc, ça peut demander, selon le projet, plus de travail. Et si, par exemple, dans le cas magnifique où il y a 0 investissement, en tout cas en France, auto-entrepreneur, hop, c'est clé en main, vous remplissez un papier, vous signez, vous êtes à votre compte et c'est parti pour l'aventure. Voilà. Donc, tout va dépendre de votre projet, Mustapha Babacar Ali. Voilà. Super. Passons par Farhad Salami. Qui sont les personnes ou les départements exposés au risque dans une entreprise? Tous, à un moment donné. Finalement, si on rebondit sur ce que je disais un petit peu plus tôt, ou si on veut 0 risque, on ne sort pas de son lit, évidemment, les ouvriers, les ouvriers qui sont en première ligne, comme par exemple, je prenais l'exemple du bâtiment tout à l'heure, ils sont par exemple tout de suite, on va dire, le risque le plus énorme, c'est l'accident du travail. Voilà, l'accident du travail, par exemple, dans le bâtiment, ça va être le premier risque. Dans le bureau, dans la même entreprise, on va dire, dans le bureau, il peut y avoir un accident du travail, bien sûr, mais ils vont déjà être réduits. Donc, sur la même échelle, on n'est pas sur la même graduation. Vous voyez, si on prend la même échelle d'accident du travail, dans le bâtiment, bah, l'ouvrier, il va être tout en haut. Dans le bureau, il va être là. Et le directeur, il va peut-être même être beaucoup plus bas. Voilà. Donc, tous les postes sont soumis au risque. Au même risque, mais pas au même degré. En fait, c'est ça le truc. Voilà. Super. Passons par la question d'Ibrahim Maoulida. Quelles sont pardon, les méthodes qui permettent de gérer des risques? Je crois que Monsieur Massieu l'a dit déjà. Oui, oui, oui. Vous pouvez voir l'enregistrement qui sera bientôt disponible. Docteur Soraya Barkia, quelles sont les compétences nécessaires pour que le manager réussisse la veille et la gestion des risques? Je pense, docteur, que la méthode la plus efficace, finalement, rejoint ce que je mentionnais un petit peu plus tôt. C'est la communication la plus transparente possible. Euh, Communication transparente, accompagnement, voilà, c'est sur trois clés. Communication transparente, accompagnement des collaborateurs, etc., etc. Et, et bienveillance. Vraiment, parce que finalement, le travers de la plupart des entreprises, c'est toujours vite, 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 parce que le temps, c'est de l'argent, il faut produire, il faut facturer aux clients, vite, 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 il faut rentrer de l'argent. Et en procédant ainsi, on déshumanise le travail. On est tous humains, ça marche pareil pour tout le monde et peu importe le pays. On déshumanise le travail et peu importe finalement le pays, on va ressentir du stress, on va ressentir de la pression et potentiellement le stress qui va peut-être conduire à l'inattention, qui va pouvoir générer un accident, etc., etc. Vous voyez, c'est que des réactions. En fait, la gestion des risques, c'est prévoir aussi des possibles réactions en cascade.
Donc, si au préalable, vous communiquez de manière transparente, si vous accompagnez vos collaborateurs de manière régulière, si vous veillez finalement à ce que tout se déroule bien et si tout se fait avec bienveillance, vous avez totalement réduit, je n'ai pas dit anéanti, mais réduit au maximum en tout cas le risque autant que vous pouviez le faire. Super. Est-ce qu'il y a un outil spécifique pour modéliser et minimiser les risques comme la recherche opérationnelle, méthode Simplex? Saïd Mohamed. Alors, il y a outils spécifiques, bah, vous en avez donné un et j'ai envie de vous dire que par rapport à ça, je crois que Google est votre meilleur ami, quoi. Là, par rapport à ça, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin sur Google parce que finalement, moi, je vais finir par faire comme vous et donner un outil que je peux avoir. Ça va être propre à chacun. En cherchant outils de gestion du risque sur Internet, chacun va trouver des outils un petit peu différents. Il faut utiliser celui qui nous parle le plus parce que la gestion des risques, ça reste quand même quelque chose que je trouve important. Donc, autant utiliser un outil sur lequel on soit à l'aise et qu'on aime utiliser. Voilà. Et qui puisse plaire éventuellement à nos collaborateurs si on leur en fait profiter, etc. etc. Donc, un outil, est-ce qu'il existe un outil spécifique? Il y en a plein. Mais j'ai envie de dire, utilisez vraiment celui qui vous parle le plus, quoi. Ne vous embêtez pas avec ça. Il faut que ce soit. J'ai même envie de rajouter un truc. Comme la gestion des risques dans la tête des gens, c'est une charge, la gestion des risques. Voilà, facilitez-vous la vie, utilisez un outil qui vous plaise, quoi. C'est tout. Attendez, donc on va passer à votre présentation. On vous a coupé vraiment trop. J'ai pas compris. On va continuer la présentation. Vous pouvez continuer votre présentation. Ah, Donc vous non, mais l'avez. on était sur la fin, en fait. Donc, c'est marrant. Ah, On était sur l'approche de la gestion des risques et il restait, en fait, sur la façon de gérer les risques, il restait que ce qu'on appelle la rétention de risques, c'est finalement accepter de les prendre. Et voilà, on était vraiment sur ce dernier point. Il y avait donc 4 points pour gérer les risques. Je vais les redonner parce qu'on a tellement échangé. Il y avait l'évitement du risque, la réduction du risque, le partage de risque. J'avais pris l'exemple d'avoir recours à un sous-traitant et accepter de prendre un risque. Voilà. Et voilà, donc ce qui nous a amené sur le temps de questions-réponses. Alors, on a. ok, d'accord. On va continuer sur la partie Ouais, questions-réponses car voilà. les participants sont tellement excités et Ah, je vois ça. d'énergie. Pouvez-vous donner des exemples de risques internes et externes auxquels une entreprise peut être confrontée? Elhad Ahmed. Alors, j'en ai déjà donné un petit peu plus tôt. Accident du travail, risque psychosocial, risque de maladie professionnelle selon le métier, risque de maladie tout court, le risque d'absentéisme, le risque de procès avec une entreprise partenaire, le risque de procès avec un client. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Il y en a, il y en a, il y en a plein. Attendez, je vais me les refaire pour être sûr d'en faire le maximum. Donc déjà, il y a tous les enjeux financiers. On va avoir aussi les risques de malfaçon, les risques d'erreur de production. Par exemple, si je règle ma machine de 2 mm trop court et que je produis 100 meubles à 2 mm trop court, bah, ça va avoir un coût de production et il va falloir refaire. Les coûts de rappel de produits, les risques les risques de rappel de produits, les risques, les risques de maladies professionnelles, comme j'ai dit, les risques, les risques internes, il y en a énormément. Et venant de l'extérieur, ça va être plus simple. Ça va être peut-être un client
qui attendent peut-être un procès pour de mauvaises raisons. Il y a aussi ceux, évidemment, qui vont intenter des procès de manière justifiée. Ça va être plus financier vis-à-vis de l'extérieur à l'entreprise. Oui, interne à l'entreprise, ça va se jouer sur des risques beaucoup plus humains. Et externe à l'entreprise, ce sera beaucoup plus financier, je dirais. Splendide. Donc, j'ai un peu Zainuddin Ibrahim, Oui. quels sont les impacts potentiels de ces risques sur nos activités, nos performances financières, notre réputation, nos employés et nos parties prenantes, pardon. Alors, c'est une super question. Je vais commencer par la partie financière parce que souvent quand on pense gestion des risques, on pense un peu à un poids humain et financier sur l'entreprise, alors qu'au contraire, c'est censé être bénéfique. Donc, si les risques sont limités, vraiment, si finalement on a correctement listé tous les risques potentiels qu'on peut rencontrer, l'impact, il est minime. Et je dis bien minime. Hein. Souvenez-vous, on ne peut pas réduire à néant un risque, sauf si on reste dans le lit le matin. Ce n'est pas possible sinon. Donc, l'impact du risque, il est minime si on a vraiment considéré l'ensemble des risques, notamment sur la performance financière. C'est vrai que dans l'instant, il y a peut-être de nouveaux process à mettre en place dans l'entreprise, ce qui peut coûter du temps et donc un peu d'argent, mais sur le moyen et long terme, c'est extrêmement bénéfique. Sur la réputation, ça le sera tout autant parce que les collaborateurs vont se sentir considérés, valorisés. Waouh, mon employeur fait attention à moi, il fait attention que je ne prenne pas trop de risques, etc., etc. Ce qui va forcément avoir des répercussions vis-à-vis des clients. Ils vont savoir que c'est une entreprise sérieuse qui prend soin de ses collaborateurs, etc. Donc la réputation impacte aussi. Et évidemment, comme je l'ai dit, les employés, les parties prenantes, toute cette gestion des risques a un impact favorable comme défavorable si on y fait attention ou si on n'y fait pas attention. Et l'impact, dans les deux cas, l'impact, il peut être majeur, positivement, tant négativement. Donc, ma recommandation, finalement, pour conclure, c'est qu'il faut vraiment, vraiment, c'est très important à tous les niveaux, pour tous les enjeux de l'entreprise, il faut prendre en considération vraiment cette gestion de risque dans sa globalité. Donc, splendide. Fahad Salami, comment l'entreprise peut-elle collecter et analyser des données qualitatives et quantitatives sur les risques? Je pense que la façon de faire la plus simple et la plus efficace, c'est régulièrement de sonder le collaborateur. Alors, peut-être en faisant une réunion et en donnant la parole, peut-être en envoyant un sondage par mail, peu importe. Il n'y a pas de bonne façon de faire, ce sera une que vous sentirez adéquate. Mais je dirais que finalement, pour collecter et analyser des données de qualité, qui de mieux pour vous répondre que les personnes concernées dans l'entreprise. Voilà. Donc, globalement, sondez vos collaborateurs, sondez vos collègues et à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, il faut sonder tout le monde régulièrement pour qu'il y ait un réel suivi et au moins vous aurez toutes les réponses pour cette question, en tout cas. Donc, je crois que nous avons répondu à toutes sortes de questions et de soupçons des participants. Donc, si vous avez d'autres questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je vais vous laisser mon adresse mail dans le chat, comme ça si vous avez des questions, même après, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Et sur LinkedIn, je vais vous mettre aussi mon LinkedIn si vous voulez me contacter. Alors, hop, attendez, je vais chercher Donc, le lien. monsieur, vous partagerez ses comptes sur les réseaux sociaux et même son adresse email, au cas où si vous voulez contacter avec lui, il est à votre service. Je suis à votre disposition. Voilà, j'ai mis mon LinkedIn aussi. Alors, je vois qu'il y a une dernière Comment question. l'entreprise favorise-t-elle une culture de gestion des risques au sein de l'organisation? Zainuddin Ibrahim. Alors, on a un petit peu, finalement, je crois qu'on a un petit peu répondu tout au long.
La culture de la gestion du risque, finalement, ça vient avec une volonté de changement, de changer sa façon de faire, de changer les résultats obtenus aussi. Il faut une volonté de changement et comme je l'ai dit plus tôt, il faut mettre des étapes, des petits pas. Comme vous savez, comme un enfant qui apprend à marcher, il faut mettre des petits pas, des petites actions en place pour entamer un vrai changement. Parce qu'un changement radical fera peur à tout le monde. Il faut mettre des petites actions. Et c'est comme ça que vous allez entraîner une culture, en tout cas au niveau de la gestion des risques, qui va finalement être amenée à vos collaborateurs de manière simple et facile. Ça se fera à moindre mal en tout cas, et en douceur, ça passe toujours très bien. Splendide. Donc, je crois que nous avons répondu à toutes les questions. À la fin de ce séminaire, voulez-vous ajouter quelque chose, Monsieur Massieu? Bon, non, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie à tous pour votre engouement et votre participation. Je vous l'ai dit, contactez-moi sur les réseaux par mail si vous avez d'autres questions. Ce sera avec plaisir. Donc, merci infiniment à vous, Monsieur Boignet, pour avoir accepté pour la deuxième fois notre invitation et avoir donné ce séminaire. C'était tellement sympa. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Vous pouvez également suivre les dernières actualités de l'université concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études via notre compte officiel sur Facebook ou à partir du groupe WhatsApp de l'université de Mid-Ocean. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à la semaine prochaine. Ou à d'autres séminaires qui aura lieu le 16 et le 17 février. Merci et au revoir. Au revoir.